Mesdames, Messieurs, première chose, je voudrais signaler à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent en ligne, donc une fois n'est pas coutume, je m'adresse non pas à ceux qui sont devant moi, mais à ceux qui nous écoutent dans les podcasts, etc. Je voudrais donc signaler qu'une grande enquête est actuellement en cours sur l'offre et sur les services numériques du Collège de France. C'est une enquête parallèle à celle qui a eu lieu il y a quelques semaines sur les publics physiques du Collège, dont vous êtes. Et donc j'invite tous les auditeurs et auditrices à répondre à ce questionnaire en ligne qui prend moins de 10 minutes à remplir, qui est accessible directement sur la page d'accueil du Collège de France. C'est très facile à voir, c'est tout en haut, c'est un bandeau supérieur. Attention, vous avez jusqu'au 31 mai pour répondre, et donc n'attendez pas, et ça concerne évidemment les publics présentiels, qui peuvent aussi être des usagers des contenus numériques en ligne. Bien. Donc, vous le savez, nous voici parvenus à l'ultime cours de cette année, une année qui ne s'est pas déroulée, je dois vous le dire, comme je l'aurais voulu. Plus exactement, elle s'est déroulée comme j'ai voulu, parce que personne, je vous rassure tout de suite, personne ne m'a contraint, personne ne m'a forcé, mais elle ne s'est pas déroulée comme je l'avais planifié à l'avance. Le plus grand adversaire de mes propres projets, c'est moi-même. Ou plus exactement, le mois d'aujourd'hui est le principal adversaire du mois qui avait proposé des titres pour chaque séance de ce cours, dont aucun, vous l'aurez remarqué, aucun de ces titres n'a été respecté, y compris celui d'aujourd'hui. Donc, je suis fidèle dans mes trahisons, vous le voyez. En fait, ce que je voulais faire à l'origine, c'est assez clair, en tout cas pour moi, je voulais faire une réflexion, je voulais lancer une réflexion sur l'interprétation qui devait déboucher, lors d'une seconde année, qui devait déboucher sur le plaisir de la lecture. Et c'est le programme que j'avais fourni à l'avant, c'est-à-dire une véritable réflexion sur comment interpréter. Et si vous comparez avec ce que j'ai fait un peu l'inverse. C'est-à-dire que j'ai mis le plaisir de la lecture en premier. Et en quelque sorte, j'ai fait l'inverse de ce que recommande le dicton. Le dicton dit « après l'effort, le réconfort ». Eh bien, en fait, avant l'effort demandé par la réflexion théorique, j'ai mis le réconfort de la lecture. Alors oui, je l'avoue, bien volontiers, je n'ai pas obéi à la sagesse populaire, mais en vérité, je n'ai fait que suivre la logique imposée par notre objet d'étude. J'ai été rattrapé, malgré moi, par la logique de mon objet, à savoir la lecture. Et je voulais commencer par la question de l'interprétation, qui est une question savante, avant de considérer la lecture empirique, la lecture naïve, telle qu'elle se fait concrètement, réellement. Et je voulais commencer par la théorie, au lieu de commencer par la pratique. Et c'était peut-être une erreur, parce que la logique même du développement de la théorie est différente. Il convient de partir de l'expérience naïve, partir de l'expérience des acteurs, partir de ce que le critique américain Michael Warner appelle « the uncritical reading », la lecture non critique, la lecture non professionnelle, la lecture du lecteur standard, normal. Mais y a-t-il un lecteur normal? Voici comment Michael Warner, qui est professeur à l'université de Yale, décrit cette lecture non critique, qui est la lecture spontanée de ses étudiants. Et j'aime beaucoup son texte, vous allez voir, qui est très pittoresque. Je le traduis. Les étudiants qui viennent à mes cours de littérature, je le constate, lisent exactement à l'inverse de ce qu'il faudrait. Ils s'identifient aux personnages, ils tombent amoureux des auteurs, ils miment les sentiments auxquels ils se croient autorisés. Ils se procurent des ouvrages pour se faire valoir ou pour faire valoir leur appartenance à un groupe. Ils font leur marché parmi les différentes communautés d'amateurs, s'aventurant dans les mondes sociaux de la fansphère et des œuvres et auteurs cultes. Ils s'enorgueillissent du patrimoine national. Ils frissonnent devant l'exotisme et se rassurent avec ce qui leur est familier. Ils condamnent comme ennuyeux ce qu'ils ne connaissent pas déjà.
Ils recherchent des représentations qui remédient à la stigmatisation en leur donnant une image positive d'eux-mêmes. Ils cultivent la révérence et la piété. Ils essaient d'anticiper ce que veut l'enseignant et parfois de faire mieux que les autres étudiants. Ils cherchent à tout prix les clichés auxquels ils sont sûrs que le texte se résume. Leur attention vagabonde, ils survolent, ils sautent des pages, ils marquent leurs pages, ils marquent les pages avec des surligneurs roses et jaunes. Ils sont pris par le suspense, ils rient, ils pleurent, ils sont sexuellement excités et n'en parlent pas en classe. Ils se perdent dans les livres, se détournant de tout le reste, et en particulier des lectures que je leur donne à faire. Et Michael Warner continue, « J'ai du pain sur la planche. Mon travail consiste à leur enseigner la lecture critique, mais toutes ces façons concrètes qu'ils ont de lire, et on pourrait poursuivre la liste indéfiniment, auront tendance à être classées comme de la lecture non critique. Que signifie enseigner la lecture critique par opposition à tous les autres types de lecture? Y a-t-il d'autres types de lecture qui peuvent ou doivent être enseignés? Alors, bon, vous appréciez comme moi, j'imagine, cette description très pittoresque des différentes manières de lire spontanée qui ne sont pas cohérentes entre elles. Vous voyez, elles vont toutes dans des directions extrêmement différentes. Ça correspond à des moments différents de lecture, à des lecteurs différents, mais aussi à des moments différents. Et ce sont toutes des façons de, entre guillemets, mal lire. Mais y a-t-il, la question nous l'avons déjà posée en séminaire, y a-t-il des manières de mal lire? Peut-on vraiment mal lire? Et la question de Michael Warner, elle est claire. Y a-t-il d'autres types de lectures qu'on a le droit d'enseigner par rapport à ces lectures spontanées? C'est une question difficile. Mais avant de passer en revue les différentes façons d'interpréter, je crois que nous ne pouvons difficilement faire autrement, comme le fait ici Michael Warner, nous ne pouvons difficilement faire autrement que de partir de l'existant. Partir donc de l'attachement au livre, cela même qui justifie qu'on ait envie de lire et qu'on ait envie de s'intéresser à la question même de l'interprétation. Partir de cette expérience suffisamment forte de l'attachement au livre pour susciter un désir de littérature. Et c'est ce que nous avons fait cette année, je l'assume. Et je rappelle, ici, il y a cet article de Michael Warner, mais je rappelle ce livre de Rita Felski, Hooked, sur l'attachement, être accro aux livres et aux arts, qui est à la base des nouvelles théories critiques. Et si vous voulez vous renseigner sur ces nouvelles théories critiques, je vous conseille l'article d'Andrei Militanou, paru dans la revue Critique, Comment sortir de la barbarie critique, Bruno Latour, prophète de la post-critique, où il est question de Rita Felski et aussi de Bruno Latour. Et ça vous donnera un peu des indications sur ces nouveaux développements de la théorie non critique, justement, c'est-à-dire celle qui part de l'attachement spontané au livre et à la lecture. Mais il faut partir de ce bonheur de lire qui justifie que nous soyons tous ici pour entendre parler de littérature, pour lire des textes. Voilà ce qu'il faut faire. Parce que c'est ce bonheur de lire qui nous réunit, qui fait que vous êtes là, ici, aujourd'hui, en ce lieu, en cet amphithéâtre Marguerite de Navarre. L'étude de la littérature a ceci en effet de particulier qu'elle se fonde sur un plaisir sensible. Elle se fonde sur une émotion, alors on pourrait dire de type esthétique ou autre. Je ne voudrais pas ici définir le type d'émotion dont il s'agit, mais en tout cas il s'agit fondamentalement de quelque chose qu'on peut caractériser comme un plaisir. Bon. Et quand on étudie d'autres objets, quand on étudie le cancer, quand on étudie la Première Guerre mondiale, pour ne pas parler d'autres horreurs du monde ou d'autres horreurs de l'histoire, on peut le faire par intérêt scientifique, on peut le faire par intérêt médical, par curiosité historique. On peut le faire par patriotisme, par volonté d'empêcher ces malheurs, ces désastres de se reproduire. Mais on n'étudie pas le cancer ou la Première Guerre mondiale parce que ces objets susciteraient du plaisir, sauf perversion particulière, évidemment, mais vous m'accorderez que ce n'est pas le cas général. Mais pour la lecture, pour la littérature, la chose est différente. Il y a le plaisir est à la base. Mais ce sont, nous dit Michael Warner, ce sont des plaisirs et des intérêts de la lecture qui sont multiples, qui sont hétérogènes. Ils vont dans tous les sens, ces plaisirs de la lecture. La lecture est une activité où chacun suit son bon plaisir, comme le roi. Chacun est roi dans la lecture. Il y a une autonomie de la lecture. Chacun est face à ce texte. Parce que oui, dans d'autres arts, c'est différent.
On se réunit pour écouter de la musique dans des concerts, on va au concert donc, on va au cinéma, même dans les expositions. On a une appréciation publique des objets d'art. Et même, à la limite, pour un texte lu oralement, on peut écouter ensemble un texte lu dans une lecture publique. Ça s'est beaucoup fait, et ça se fait encore beaucoup. Mais lire, déchiffrer un texte sur la longueur, en dehors des textes assez brefs que j'affiche ici sur l'écran pendant le cours, c'est une activité qui, aujourd'hui, et j'insiste sur le aujourd'hui, parce que les choses ont été différentes ailleurs et à d'autres époques. Lire, déchiffrer un texte sur la longueur, c'est une activité qui, aujourd'hui, est fondamentalement, en général, solitaire, le plus souvent. C'est une activité, en quelque sorte, asociale, c'est-à-dire qui n'est à côté de la société. La lecture est, on pourrait dire, la grande dissociatrice par excellence, à cause de cette autonomie du rapport au texte. Alors Pascal Quignard parlait, lui, de la société inassociée des lecteurs ou des lettrés. Je cite Quignard ici, dans un article de 2007. Qu'est-ce qu'un littéraire? Car il existe une société inassociée des lecteurs. Et il met entre guillemets ce paradoxe, cette contradiction dans les termes d'une société inassociée. Et il explique en quoi cette société est inassociée. En lisant, les lecteurs, ils forment une société sans rencontre, sans religion, sans Dieu, sans frontières, sans lien obligé, sans oralité, ni chantonnement, ni danse, ni piétinement dans la présence. Ils ne répondent pas présents à la présence. Et donc c'est une société où les gens ne se rencontrent pas. Les lecteurs sont présents, mais ils sont présents par le texte. Chaque texte est présent à chaque lecteur, mais c'est une présence sans présence, en quelque sorte, et c'est une religion qui n'est pas une religion. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas les rites, il n'y a pas les pratiques même rituelles, et la liturgique, qui font une religion. Et pourtant, il y a quelque chose de l'ordre d'une religion, d'une société qui se passe. Les textes rassemblent les lecteurs, et pourtant les lecteurs ne se rencontrent pas. C'est ce troisième royaume dont parlait F.R. Leavis, une citation que j'ai beaucoup faite ici dans ce cours. On se rencontre sur un objet qui est là, ailleurs, dans la rencontre intersubjective entre différents lecteurs. Nous pouvons parler d'objets communs qui nous rassemblent, et c'est ce que nous faisons ici, mais dont l'usage même, cependant, nous isole lorsque nous entrons dans le phénomène même de la lecture. Alors, je parlerai tout à l'heure de la solitude de la lecture. Mais la particularité je vais employer ce terme qui m'est suggéré par Pascal Quignard, la particularité de l'inassociation que produit la lecture, de cette individuation qu'elle procure, c'est que elle se produit, cette inassociation, en réalité, elle se produit non pas seulement vis-à-vis de la société, vis-à-vis des autres, mais elle se produit dans la personne elle-même, à l'intérieur d'une même personne, dans la continuité d'une vie. La lecture provoque une dissociation à l'intérieur de la personne. Elle est, dans la personne même, une force d'individuation. Et ici, je vais revenir, on n'en sort jamais totalement, vous l'aurez compris. Je voudrais revenir brièvement à Proust. Alors cette fois, non plus journée de lecture, mais du côté de chez Swann. Alors vous connaissez ces scènes fameuses de la mère du narrateur qui lit à Proust, narrateur plutôt, François Le Champy, le roman de George Sand. C'est un texte admirable qui parle beaucoup plus de la mère du narrateur, de sa voix charmante en vérité, que du livre lu, et Proust nous dit que le texte vaut par les circonstances, chose que l'on avait déjà dans Journée de lecture. Je ne commenterai pas ici ce passage ultra célèbre. Je vais quitter du côté de chez Swann, je vais vous rappeler juste ça, pour aller dans Le Temps retrouvé, parce qu'on revient à François Le Champy dans le temps retrouvé. Et dans Le Temps retrouvé, le narrateur découvre un exemplaire de François Le Champy, avec la déception qui l'accompagne. Nous sommes un peu habitués à ces déceptions proustiennes liées à la lecture. Bien plus, une chose que nous vîmes à une certaine époque, un livre que nous lûmes, ne reste pas uni à jamais seulement
à ce qu'il y avait autour de nous. Ça, c'est ce que disait Proust sur la lecture, justement. C'est-à-dire que les lectures que nous faisons s'unissent indissociablement à l'environnement même de la lecture. Il le reste, ce livre, il le reste aussi fidèlement à ce que nous étions alors. Ce que nous étions alors. Il ne peut plus être ressenti, repensé que par la sensibilité, que par la pensée, que par la personne que nous étions alors. Si je reprends dans la bibliothèque François Le Champy, immédiatement en moi, un enfant se lève, qui prend ma place, qui seul a le droit de lire ce titre, François Le Champy, et qui le lit comme il le lut alors, avec la même impression du temps qu'il faisait dans le jardin, les mêmes rêves qu'il formait alors sur les pays et sur la vie, la même angoisse du lendemain. Que je revoie une chose d'un autre temps, c'est un jeune homme qui se lèvera. Et ma personne d'aujourd'hui n'est qu'une carrière abandonnée, qui croit que tout ce qu'elle contient est pareil et monotone, mais d'où chaque souvenir, comme un sculpteur de génie, tire des statues innombrables. Je dis chaque chose que nous revoyons, car les livres se comportent en cela comme des choses. La manière dont leur dos s'ouvrait, le grain du papier, peut avoir gardé en lui un souvenir aussi vif de la façon dont j'imaginais alors Venise et du désir que j'avais d'y aller, que les phrases même des livres. Plus vif même, car celles-ci, les phrases, gênent parfois comme ces photographies d'un être devant lesquelles on se le rappelle moins bien qu'en se contentant de penser à lui. Alors, je n'ai pas commenté le texte en cours de lecture, parce que je voulais lui laisser cette unité qu'il a dans ce très très beau texte. Alors, que nous dit Proust ici? Eh bien, que les choses de l'art n'existent que par l'esprit qui les anime. Les choses s'animent par l'esprit. Et il y a une indissociabilité entre la manière dont nous recevons les choses et l'esprit au moment même où nous les recevons. Et il y a même une formule qui est à la fois magnifique et en même temps très troublante. Et la première fois que je l'ai lue, j'ai trouvé que c'était une drôle d'image. Cette formule, ma personne d'aujourd'hui n'est qu'une carrière abandonnée qui croit que tout ce qu'elle contient est pareil et monotone. C'est un peu du Gongora, c'est un peu du gongorisme, c'est l'idée d'une carrière abandonnée qui croit quelque chose. C'est une drôle de personnification d'une carrière qui croirait quelque chose, qui aurait des sentiments. Et en même temps, ce que nous dit Proust ici, d'abord s'explique par la suite, c'est-à-dire que dans cette carrière, chaque souvenir, comme un sculpteur de génie, tire des statues innombrables. On est comme ces blocs de pierre dont Michel-Ange tire chaque fois des chefs-d'œuvre. Mais la carrière permet de sortir différentes statues. Et cette carrière-là, c'est la carrière de la vie, dans un sens temporel, et non pas seulement dans le sens géographique d'une carrière de pierre. Donc la métaphore maladroite au début qui jouxte le gongorisme, eh bien, elle devient sublime, je trouve, à la fin. La vie reprend le dessus sur l'objet. Et lorsque nous trouvons un texte ancien que nous avons lu dans l'ancien temps, nous retrouvons le moi d'alors. Et donc la lecture vient rendre évidente la multiplicité des moi à travers le temps. Et c'est ça qui est évidemment très, très fondamental dans cette démarche du temps retrouvé. Le texte interagit différemment à chaque rencontre avec le même lecteur. L'image de l'œuvre est le produit d'une alchimie mystérieuse où l'esprit du lecteur se mêle au texte pour en faire un composé, à chaque fois unique et nouveau. Et l'épreuve de cette dissociation des moi à travers le temps, c'est la relecture. C'est la relecture. Car le texte lu dans l'enfance provoque, avec l'âge, des émotions et des jugements différents. Et on jette alors sur ce texte lu dans l'enfance un regard rétrospectif de nature critique. Il y a donc une incommensurabilité entre la valeur d'un texte, d'une part, et d'autre part, le plaisir qu'il donne, l'attachement spontané au texte, l'attachement de l'enfance
en particulier, à des textes lus à cet âge-là, ne résiste pas nécessairement à l'examen rétrospectif. Voilà ce que montre la relation paradoxale du narrateur de la recherche à l'œuvre de George Sand, François Le Champy. Et donc, à la relecture, les phrases du livre gâtent son souvenir, comme la photographie gâte le souvenir qu'on pouvait avoir d'une personne. Voilà ce que nous dit Proust à la fin. Et vous savez comment Proust est très anxieux de perdre l'image même des personnes qu'il a aimées, sa grand-mère, après le décès de la grand-mère, que le deuil même, la souffrance qu'il a puisse disparaître. C'est un peu cela qui apparaît ici. L'angoisse de perdre le souvenir même, à cause de la chose que l'on revoit. À la relecture, donc, les phrases du livre gâtent le souvenir même du livre. Parce que George Sand, Proust est bien obligé de l'admettre, George Sand, et je le cite, n'a pas une plume magique, hein, entre guillemets. C'est ce que croyait la mère du narrateur, qui voulait transmettre à son fils le charme qu'elle éprouvait à la lecture de la romancière. Mais ce que découvre le narrateur, c'est que le souvenir vaut davantage que le texte même, et donc que le texte peut être de peu de valeur malgré le plaisir qu'il a donné. Cette expérience proustienne, c'est une expérience que chacun peut faire et que d'autres écrivains ont fait. Montaigne, déjà, en faisait l'expérience au livre 2 des Essais, dans le chapitre 10, qui parle justement des livres. Entre les livres simplement plaisants, je trouve des modernes. Alors, j'adore le fait que quelqu'un qui parle de modernes, pour lui, les modernes, c'est Boccace, Rabelais, c'est formidable quand même. Hein. Bon. Entre les livres simplement plaisants, ça nous met quand même dans une perspective temporelle qui nous remet à notre place. Entre les livres simplement plaisants, je trouve des modernes, donc parmi les modernes, le Décaméron de Boccace, Rabelais, et les baisers de Jean II, s'il les faut loger sous ce titre, à savoir moderne. Je les trouve des modernes, donc le Décaméron de Boccace, Rabelais et les baisers de Jean II, dignes qu'on s'y amuse. Quant aux Amadis, voilà le fameux Amadis des Gaules, hein, cette épopée, ce poème qui faisait les délices de Don Quichotte, quant aux Amadis et telle sorte d'écrits, ils n'ont pas eu le crédit d'arrêter seulement mon enfance. Je dirais encore ceci, ou hardiment ou témérairement, que cette vieille âme pesante, c'est-à-dire la sienne de Montaigne maintenant, écrivant à son âge, écrivant les essais et se remémorant ses lectures d'enfance, ses lectures de jeunesse. Donc cette vieille âme pesante ne se laisse plus chatouiller, non seulement à l'Arioste, mais encore au bon Ovide. Vous vous rappelez ce que nous avions vu des témoignages précédents de Montaigne sur ses lectures d'enfance. Ovide était, qu'il lisait en latin, puisque le latin était sa langue maternelle, Ovide lui avait fourni ses premiers plaisirs de lecture et de conte. Mais même maintenant, quand Montaigne écrit, Ovide ne l'arrête plus. Ovide ne le tente plus. Sa facilité et ses inventions, qui m'ont ravi autrefois, à peine m'entretiennent-elles à cette heure. Et ensuite, Montaigne, dans la suite de ce texte, sur les livres, Montaigne affirme que les plus grands poètes, ce n'est pas Ovide, mais c'est Virgile, c'est le Virgile en particulier des Géorgiques, c'est Lucrèce, c'est Catulle, c'est Horace, et il laisse de côté totalement donc cet Ovide qui avait fait les délices de son enfance. Et donc le livre, on le voit ici avec Montaigne, qui est l'écrivain même de la versatilité des moi. Le livre, en tant qu'expérience du sensible, est le révélateur de la pluralité des moi. C'est le révélateur du passage du temps. Et c'est ce qu'on a avec François Le Champy. Et là, je reviens à Proust et cette fois-ci du côté de chez Swann, où il y a ce jugement sur le jugement négatif sur le style même de George Sand dans François Le Champy. Les procédés de narration destinés à exciter la curiosité ou l'attendrissement, certaines façons de dire qui éveillent l'inquiétude et la mélancolie, et qu'un lecteur un peu instruit reconnaît pour commun à beaucoup de romans, me paraissait simplement, donc à l'époque où moi, narrateur, je lisais François Le Champy, me paraissait simplement, à moi qui considérais un livre nouveau, non comme une chose ayant beaucoup de semblables, mais comme une personne unique, n'ayant de raison d'exister qu'en soi, donc me paraissait simplement une émanation troublante de l'essence particulière à François Le Champy. Le jeune lecteur qui n'a pas d'expérience est trompé
par les livres. Il croit que chaque livre est une personne unique, une chose, un apax, une chose qui ne se répétera jamais, qui n'existe comme une perle rare. En fait, la particularité du lecteur enfant, eh bien, c'est qu'il a peu lu. Il a peu lu. Alors que le lecteur adulte, lui, expérimenté, a beaucoup lu, en principe. Il est blasé. Et donc, il retrouve dans les livres qu'il lit, au fur et à mesure, des choses qu'il a déjà lues. Et la sensibilité au lieu commun, c'est ce dont nous parle ici Proust, la sensibilité au lieu commun est une affaire d'expérience. La répétition de la lecture est une épreuve de l'altérité, puisque chaque lecture modifie le goût, modifie la perception. Et donc notre connaissance, notre expertise en tant que lecteur s'agrandit, s'accroît, s'intensifie considérablement avec le nombre de lectures que nous faisons. Et donc la répétition de la lecture est aussi une épreuve de la qualité d'un texte. Et donc, nous dit Proust, on s'attache moins à un livre qu'au souvenir qu'on en avait. Si l'on veut garder intact le bonheur d'une lecture d'enfance, il faut le moins possible soumettre cette lecture à l'épreuve de la relecture. Et c'est quand même une étonnante remarque venant d'un écrivain, Proust, qui est justement fait pour la relecture. Il y a en effet peut-être plus de relecteurs de Proust que de lecteurs. Les nouveaux lecteurs sont finalement assez rares, mais il y a beaucoup de relecteurs parmi les lecteurs. Et comme disait Roland Barthes, et je crois que Pierre Assouline rappelait ça ici dans le séminaire au début de l'année, on ne saute jamais les mêmes passages quand on relit Proust, disait Roland Barthes. Donc, autant de Proust que de relecture, en quelque sorte. Mais bon, il faut dire que Proust résiste assez bien à la relecture. Or, puisque le livre change quand on le relit, il convient plutôt de lire d'autres livres, parfois, en espérant trouver dans ces nouveaux livres une émotion équivalente, puisqu'on ne peut jamais lire le même livre. On ne lit jamais le même livre, de même qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, comme disait Héraclite. Et cet autre livre que nous sommes invités à lire pour trouver une émotion équivalente, et que le narrateur voudrait lire pour trouver une émotion équivalente, c'est, au bout du compte, cet autre livre que voudrait lire le narrateur, c'est celui qu'il est en train d'écrire et celui que nous lisons, comme une façon de retrouver le temps perdu, justement, c'est-à-dire de ressusciter ce qui avait été perdu, une émotion initiale, originale de lecture. La littérature est une quête, la quête menée par un lecteur déçu. Et donc le livre, on le voit par ces exemples de Proust ou de Montaigne, le livre est un vecteur de dissociation du moi, de pluralisation des moi. C'est une force d'isolement. Il dresse un moi contre un autre. Mais, et je vous l'avais aussi annoncé, ne serait-ce qu'à travers le titre de cette leçon d'aujourd'hui, le livre dresse aussi un moi contre la société. C'est aussi cette force d'isolement, elle fonctionne aussi entre le moi et la société. Et voilà le message essentiellement que portent les écrivains depuis ce qu'on pourrait appeler l'émergence du régime littéraire moderne, c'est-à-dire depuis deux ou trois siècles, depuis que ce terme de littérature est employé de manière commune pour désigner l'activité qui nous intéresse aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis 2 ou 3 siècles, qu'est-ce qui a triomphé? Alors, la lecture publique, ça existe toujours, mais ce qui a triomphé, c'est le triomphe de la lecture, c'est la lecture solitaire. Et j'allais même presque dire de la lecture comme plaisir solitaire, de la lecture comme expression de l'unicité d'un moi. Le moi se retrouve dans une lecture. Et Proust est totalement dans cette lignée-là. Mais est-ce que nous pouvons faire confiance aux écrivains pour nous dire ce qu'est la lecture? C'est ce que nous avons fait jusqu'ici. Mais je crois qu'on ne doit pas prendre le témoignage des écrivains pour argent comptant, même s'il fournit, ces écrivains, une matière commode pour le professeur de littérature. Les écrivains, malgré tout, ne sont pas nécessairement les témoins les plus fiables. Au début du cours, nous avons essayé de regarder un peu des statistiques sur les modes de lecture, etc. Et je suis intéressé de voir qu'il y a d'autres descriptions des manières de lire spontanées, faites
par Michael Warner, que je citais tout à l'heure. Mais les écrivains, comme Proust, comme Montaigne, insistent en général sur les types de lecture qui correspondent à leur idéal de littérature. Et donc, dans la littérature moderne, les scènes de lecture publique sont sous-représentées par rapport à la réalité de cette pratique, qui a toujours existé et qui existe encore. Les lectures publiques, c'est des lectures qui ne soient pas des lectures solitaires, où chacun est isolé par rapport à un livre, c'est des choses qui existent depuis l'Antiquité. On songe à Héraclite, à Pline, le jeune, qui parle de ces lectures qu'il faisait de leurs textes, ou auxquelles Pline le jeune en particulier assistait. Il y avait des lectures dans les salons mondains de l'Ancien Régime, et puis au XIXe siècle, dans les salons du XIXe siècle, et même au temps du grand triomphe de la poésie moderne, qui est le grand triomphe de la poésie de l'art pour l'art, avec Baudelaire. Eh bien, Baudelaire était un très grand lecteur public. Et Baudelaire est même l'inventeur de la lecture blanche, à voix neutre, celle qui nous paraît si moderne. Baudelaire, semble-t-il, lisait comme ça, sans mettre de ton, sans déclamation. Et ça, c'est ce que vous trouvez dans un très beau livre sur justement le rapport entre poésie et lecture publique à l'époque moderne, le livre de Jan Battens, à voix haute, qui raconte, qui reprend quantité de témoignages sur ces lectures publiques qui ont été si importantes au cours du XIXe siècle, dans l'émergence de la poésie moderne. Et puis, si vous voulez avoir une réflexion plus générale sur l'histoire de la lecture, ce n'est pas la peine de vous rappeler l'existence de cette histoire de la lecture par Alberto Manguel, qui a été professeur ici pendant une année, il y a quelques années. Donc, il y a des lectures de type public, des lectures de type privé, solitaire, et les écrivains, suivant le moment, insistent plus ou moins sur l'une ou l'autre de ces lectures. À l'époque moderne, on insiste beaucoup sur les lectures publiques, sur cette isolation, isolement du lecteur. Mais il y a des temps de crise. Il y a des moments où les deux types de lecture, sociale et solitaire, se heurtent frontalement. Et ici, je voudrais citer Cervantes. Chez Cervantes, vous trouvez cette opposition entre la lecture solitaire, qui est une lecture délirante, qui est la lecture de Don Quichotte, et la lecture collective, qui est un moment de réunion sociale, un moment d'apaisement. Et voici cette très belle scène, ce très beau témoignage que nous avons dans la première partie de Don Quichotte, au chapitre 32. Vous avez toute la troupe des amis de Don Quichotte qui sont dans cette fameuse auberge où ils se rejoignent régulièrement, enfin ils finissent toujours par revenir à la même auberge. C'est une sorte d'aimant fatal qui les réunit. Et il y a une discussion sur les livres de chevalerie. Voici la discussion. Quand le curé décréta que c'étaient les livres de chevalerie qui avaient tourné la tête de Don Quichotte, l'aubergiste intervint. Oh, j'ai du mal à le croire. D'après moi, il n'y a pas de meilleurs livres au monde. J'en ai là 2 ou 3 parmi d'autres cahiers, et je peux vous dire qu'ils me font le plus grand bien. Et je ne suis pas le seul dans ce cas. Quand vient le temps de la moisson, une foule de moissonneurs se rassemble ici les jours de fête, et il y en a toujours au moins un qui sait lire. Il prend un de ses romans, on se met à plus de 30 autour de lui, et on l'écoute avec tant de plaisir qu'on oublie tous nos soucis. J'avoue que quand j'entends parler de ces terribles coups d'épée que se distribuent les chevaliers, ça me donne envie d'en faire autant, et que je resterai à écouter ces histoires la nuit et le jour. Ce qui m'arrangerait, dit la femme, parce que le seul moment où j'ai la paix chez moi, c'est quand on fait la lecture. Tu es tellement embobiné que tu en oublies de crier. Incroyable témoignage, qui nous dit quelque chose de ces manières de lire qu'on avait à l'époque même de Cervantes et de Don Quichotte. Donc ces lectures publiques. Parce qu'on le voit ici, tout le monde ne savait pas lire. L'aubergiste apparemment ne sait pas lire. Il conserve des manuscrits, mais il ne peut pas les lire lui-même. Il attend qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de lire. Quand 30 personnes sont réunies, il y a au moins une personne qui sait lire et qui peut faire la lecture publique, une lecture pour tous les ouvriers de la moisson. Et donc la lecture publique est une nécessité. Et finalement, après cette discussion, le curé finira lui-même, pourtant si opposé à la lecture des romans de chevalerie, le curé lira à toute la compagnie des amis de Don Quichotte, il lira un roman que chacun ensuite commentera. Donc on a vraiment ici un phénomène de socialisation par la lecture, très différent de ceux dont nous parlent Proust ou Montaigne. C'est la lecture comme
force de socialisation. Et elle apaise même, nous dit la femme de l'aubergiste, elle apaise même la lecture, elle apaise même les colériques. L'aubergiste, quand il lit, quand on lui fait la lecture, on oublie de crier. Et donc cette contre-société des lecteurs, c'est une société parallèle, c'est-à-dire que c'est aussi une force de socialisation, et c'est aussi la lecture qui fait société. C'est-à-dire que la société se base aussi sur ces phénomènes de lecture publique. Et donc, ce qui m'intéresse là, c'est que Cervantes, dans ce moment de crise de la littérature, de transformation du régime de la lecture de la littérature, dont nous parle Don Quichotte même, Cervantes décrit la diversité des manières de lire et leur opposition même entre Don Quichotte, lecteur solitaire et délirant, et les lectures socialisantes qui se font en public. Mais, je vous l'ai dit, l'évolution de l'histoire, en Occident en tout cas, l'évolution de l'histoire de la lecture a été une évolution vers plutôt l'isolement du lecteur, dont Don Quichotte est à certains égards le prototype, mais le prototype pathologique. Car quand la littérature est considérée comme étant une force d'expression individuelle, d'expression de l'individu, eh bien l'insistance, naturellement, porte sur la solitude de la lecture. Cette solitude qui devient la norme. Et donc, on n'est pas étonné ici, d'autant que je vous l'avais annoncé par le très beau portrait par Quentin de la Tour de Jean-Jacques Rousseau, qui y avait en couverture de cette leçon, on n'est pas étonné ici de retrouver Rousseau pour ce témoignage de l'individuation par la lecture. Le paradis, vous allez voir, le paradis perdu de la lecture, dans l'anecdote que raconte Rousseau, ne se retrouve pas nécessairement par la relecture du même livre. Ça, c'est ce que Proust découvre, que ce n'est pas le même livre qui va permettre de retrouver le paradis perdu de la lecture. Mais c'est de nouvelles lectures qui vont permettre de rentrer de retrouver cet Éden. C'est l'importance même des conditions de la lecture qui compte pour retrouver le plaisir de lire. Il s'agit de recréer les conditions d'un plaisir déjà connu. Et ici, Jean-Jacques Rousseau, vous allez voir, on est dans les Confessions, on est au livre 6, va nous faire une confession, un aveu tout à fait merveilleux. Il a quitté à ce moment-là les Charmettes, il a quitté Madame de Varan, et il se trouve à Lyon, chez Monsieur de Mably, chargé de l'éducation des enfants, avec un très bon statut. Il a un statut de précepteur, il est intégré à la maisonnée, il porte même l'épée, on lui permet. Et donc il a vraiment changé de statut. Et puis, son expérience des Charmettes l'a beaucoup, évidemment, formé. Il y a perdu, aux Charmettes, chez Madame de Varan, il a perdu l'habitude du vol, nous dit-il. Parce qu'aux Charmettes, tout était commun à lui et à Madame de Varan. Donc, comme tout était commun, dans une sorte de communisme avant la lettre, eh bien, il n'y avait plus besoin de voler. Donc, il ne vole pas, et insiste-t-il. Mais, malgré tout, il y a des choses qui ne s'oublient pas. Et voici ce qu'il nous raconte. C'est un long texte qui déborde presque de l'écran, mais je voulais le mettre tout entier parce qu'il y a une unité, il est assez extraordinaire. Environné de petites choses volables, que je ne regardais même pas, je m'avisai de convoiter un certain petit vin blanc d'Arbois, très joli, dont quelques verres que, par-ci par-là, je buvais à table, m'avaient fort affriandé. Il était un peu louche, donc trouble. Je croyais savoir bien coller le vin. Je m'en vantais. Coller le vin, c'est-à-dire filtrer le vin, le clarifier. On me confia celui-là. Je le collai et le gâtai. Mais aux yeux seulement. Il resta toujours agréable à boire. Et l'occasion fit que je m'en accommodai de temps en temps de quelques bouteilles pour boire à mon aise en mon petit particulier. Malheureusement, je n'ai jamais pu boire sans manger. Comment faire pour avoir du pain ? Et il m'était impossible d'en mettre en réserve. En faire acheter par les laquais, c'était me déceler et presque insulter le maître de la maison. En acheter moi-même, je n'osais jamais. Un beau monsieur, l'épée au côté, aller chez un boulanger, acheter un morceau de pain, cela se pouvait-il ? Enfin, je me rappelais le pis-aller d'une grande princesse à qui l'on disait que les paysans n'avaient pas de pain et qui répondit qu'ils mangent de la brioche. J'achetais de la brioche. Encore, que de façons pour en venir là.
Sorti seul à ce dessein, je parcourais quelquefois toute la ville, il s'agit de Lyon, et passais devant 30 pâtissiers avant d'entrer chez aucun. Il fallait qu'il n'y eût qu'une seule personne dans la boutique et que sa physionomie m'attirât beaucoup pour que j'osasse franchir le pas. Mais aussi, quand j'avais une fois ma chère petite brioche et que, bien enfermé dans ma chambre, j'allais trouver ma bouteille au fond d'une armoire, quelle bonne petite buvette je faisais là tout seul en lisant quelques pages de roman. Car lire en mangeant fut toujours ma fantaisie, au défaut d'un tête-à-tête. C'est le supplément de la société qui me manque. Je dévore alternativement une page et un morceau. C'est comme si mon livre dînait avec moi. Bon, c'est un texte absolument merveilleux, hein, et je n'ai pas voulu m'arrêter vraiment pour commenter, mais il y a tellement de choses à dire sur ce texte, sur tant de choses à commenter. D'abord, il y a tout Rousseau qui est là, hein, il y a ses compétences que s'attribue le jeune Rousseau par vantardise, hein, savoir coller le vin, comme dans une autre anecdote, il sait reconnaître l'étymologie d'un dicton, parce qu'il connaît le latin. Donc il s'agit toujours pour le jeune Rousseau de se faire valoir, hein, aux yeux du monde. Et avec cette différence entre lui et le monde, le vin qui est gâté aux yeux du monde reste bon au goût et buvable par Rousseau, parce que Rousseau est capable de voir par-delà les apparences. Rousseau est le seul à connaître le prix de ce qu'autrui trouve dégoûtant. On est là littéralement dans ce que Starobinski nomme la transparence et l'obstacle. Le vin trouble est transparent pour Rousseau, aux yeux même de Rousseau. Et donc, il ne vole pas vraiment, nous dit-il, puisque personne ne veut de ce vin. Personne ne veut le boire, donc il ne fait de mal et de tort à personne. Et c'est la façon dont il excuse son comportement. Mais il est dans une nécessité physique qu'il invoque et à laquelle il ne peut pas déroger, et qui le met dans une situation difficile vis-à-vis du monde. Donc, il débarrasse son maître d'un vin que personne ne boit, mais pour le boire lui-même, il a besoin de manger. Ah, bon, parce qu'il ne peut pas boire sans manger. Et donc, son vol l'oblige à acheter du pain. C'est un vol, donc, qui oblige à dépenser. Donc, c'est un drôle de vol à certains égards. Mais il a une position sociale difficile. La société, ici, commence à l'oppresser. Et donc, en tant que précepteur de la maisonnée, il a droit à l'épée, mais il n'est quand même qu'un simple membre de la maisonnée. Son apparence noble ne correspond pas à son statut véritable. Et donc, elle lui interdit de faire librement lui-même ce qu'il voudrait, à savoir acheter du pain dans une boulangerie. Et pourtant, comme il n'est pas noble, il ne peut pas demander à des laquais de le faire pour lui. Et donc, il est dans une situation intenable, absolument intenable. Il ne peut dignement acheter, nous dit-il, que de la brioche. Et là, on voit apparaître cette anecdote qui a été souvent attribuée à la malheureuse Marie-Antoinette, par la postérité, hein, qu'il mange de la brioche. Mais c'est faux, ça n'a rien à voir avec Marie-Antoinette. Le texte des Confessions, ici, date de 1765. Marie-Antoinette est arrivée en 1770. Et donc, en fait, l'anecdote concerne, semble-t-il, Madame Victoire, la cinquième fille de Louis XV. Ça n'a rien à voir avec Marie-Antoinette, comme on le dit couramment. Et donc, Rousseau, le jeune Rousseau, parcourt les pâtisseries de Lyon, et c'est seul le désir érotique, trouver une personne dans la pâtisserie qui soit d'une physionomie avenante, qui seul lui permet de franchir le pas de la porte et de surmonter la gêne des circonstances, et d'arriver à cette scène finale avec, cette exclamation de bonheur, hein, ma chère petite brioche, hein, quelle bonne petite buvette, hein, je faisais là. Enfin, c'est assez formidable. Mais il faut toute cette préparation, hein, vous voyez, d'excuses, d'explications pour en arriver au bonheur recherché. C'est quoi le bonheur recherché? C'est boire en mangeant et lire en mangeant. Parce qu'il y a une chaîne des nécessités. La voici, hein, c'est comme presque un syllogisme. Le vin est gâté, il faut le boire pour ne pas le gâcher. Or, Rousseau ne peut boire qu'en mangeant. Or, Rousseau ne peut manger qu'en lisant. C'est sa fantaisie. Donc, forcément, il est amené à lire en buvant ce vin. Et donc, avec ce zeugme qui est assez
assez remarquable, hein. Je dévore, c'est ici, je dévore alternativement une page et un morceau. Hein, la dévoration du livre et la dévoration de la brioche. Dévorer, hein, on est vraiment dans un appétit incontrôlable. Et vous voyez ici combien le livre est lui-même un succédané de la société. La lecture est un remède à la solitude. C'est, nous dit Rousseau, c'est le supplément de la société qui me manque. Ah, la formule est très très importante. Mon livre dînait avec moi. Hein. Le livre est comme une personne ici. Supplément. Ce terme est profondément, vous le savez, ce terme est profondément rousseauiste. Rousseau l'emploie régulièrement dans ses diverses œuvres. C'est le terme qui sert, par exemple, qui lui sert à désigner l'onanisme également. Et donc il s'agit toujours de réparer, pour Rousseau, un manque originel par ce supplément qu'il essaie de trouver. Et donc on est là vraiment dans un plaisir solitaire, hein, réellement. Et il s'agit de dîner tout seul avec un livre, avec cette dimension quand même érotique. Et Rousseau est ainsi, à travers cette anecdote, enfin on le voit bien, ce récit, il est exonéré de toute faute. Il a été conduit à ce bonheur final, presque malgré lui, par la faute de la société, par un concours et un enchaînement inévitable des circonstances. Où est la liberté ici, semble nous dire Rousseau? Il y a une sorte de conscience énorme des mécanismes de dépendance. Mais ce bonheur de la lecture en mangeant justifie rétrospectivement tout ce qui précède, c'est-à-dire tous les petits accommodements avec l'honnêteté et la conformité sociale. Et on aboutit, avec ce texte de Rousseau, à cette scène topique, à ce lieu commun de la vie lettrée, être dans un petit endroit avec un livre. In angulo cum libello. In angulo cum libello. Dans un petit coin avec un petit livre et un petit verre aussi. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Et cette formule, in angulo cum libello, elle est de Thomas à Kempis, l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ. Elle a été reprise et reprise sans cesse au XVIe, au XVIIe et au XIXe siècle, comme étant l'emblème même du bonheur de la lecture. Alors cette question de la solitude chez Rousseau, Quignard, et de son lien avec la littérature, Quignard la commente dans ce même texte, Qu'est-ce qu'un littéraire, où il parle de la société inassociée des lecteurs. Rousseau, nous dit Quignard, vécut à Motier, qui est près de Neuchâtel, dans le canton de Neuchâtel. Motier est n'importe quel lieu où le littéraire réside. Le littéraire, c'est-à-dire l'écrivain, le lettré, mais aussi où il y a du littéraire, à bien des égards. Hein, il y a une sorte d'ambiguïté dans le terme. Marie-Madeleine de Brémond d'Ars surgit soudain à Motier. Elle cherche Rousseau. Elle le trouve enfin, des ciseaux à la main parmi les fleurs, en toute hâte, en bafouillant presque. Elle lui dit qu'il fallait qu'il s'enfuit, toutes affaires cessantes, en Angleterre, tant l'orage s'amoncelait sur son nom. Marie-Madeleine ne lui cache pas la vérité. La société ne vous pardonnera jamais votre désir de solitude. Le désir de solitude et le littéraire vont de pair, nous dit Quignard, et c'est effectivement ce qu'on entend aussi dans le texte de Rousseau, car cette solitude qu'il recherche, Rousseau la crée d'abord par la lecture, comme une réponse à un besoin. Il s'agit de recréer par l'habitude la scène originelle du bonheur de lire, la scène topique, celle de la société inassociée, de la contre-société. Par la lecture, Rousseau fait société avec lui-même. Il fait une société parallèle en marge du monde, de la société dans laquelle il vit. Mais il ne faudrait pas croire, et j'y ai beaucoup insisté malgré tout, parce que ce sont les scènes les plus fréquentes dans les textes qu'on voit, il ne faudrait pas croire que ce bonheur de la lecture fut réservé à la jeunesse, fut réservé aux enfants. Le bonheur de la lecture se découvre en vérité à tout âge. Et on n'a pas assez parlé dans ce cours, mais on en parle très peu au bout du compte dans la littérature, de la lecture à un âge avancé, de la lecture dans la vieillesse. Lire dans la vieillesse, lire à l'âge de la retraite, c'est faire connaissance aussi avec un bonheur dont on fut longtemps privé pendant la vie active. On le sait par expérience. Combien de retraités deviennent des lecteurs sans trêve, comme pour retrouver le temps perdu, comme pour retrouver un paradis peut-être qu'ils n'ont pas connu. Et cela est explicitement souligné, alors dans un autre texte littéraire, beaucoup plus récent, celui-ci, tellement récent qu'il date de cette année. C'est un texte du romancier Marc Potrel,
dans un très beau texte qu'il a diffusé à compte d'auteur, comme cadeau à ses amis, qui s'appelle L'île au trésor, paru cette année. Texte très rare, édité à 99 exemplaires, et dont Christine Angot a fait, il y a quelques semaines, l'éloge mérité sur France Inter. Et L'île au trésor, dans ce bref texte magnifique de Marc Potrel, L'île au trésor, c'est la maison familiale. C'est la maison des parents, celle qu'ils ont fait construire et où le narrateur adulte revient périodiquement pour y vivre des moments de bonheur partagé, un Éden partagé. Un drame dans le récit, un drame surviendra dans cette maison, et je n'en dis pas davantage. Mais en attendant, cette maison est le lieu de la retraite heureuse des parents du narrateur. Et le père, à la retraite, se prend d'une frénésie de lecture. Et voici quelques pages précieuses de ce livre que je vous donne donc, parce que ce livre n'est pas accessible par ailleurs. Et qui décrit quelque chose qui est peu présent dans la littérature en général. C'est dans cette maison que je découvre que mon père est un lecteur passionné. Il passe tous ses après-midi et ses soirées assis dans la cuisine, seul, à lire des romans policiers. Jusqu'ici, en 30 années, je ne l'avais jamais vu lire un livre. À présent qu'il est enfin retraité, qu'il a obtenu ce qu'il espérait depuis si longtemps, ne plus travailler, il ne fait plus qu'une seule chose, lire. Il en a toujours rêvé, voilà, ça y est, le paradis commence. Il lit autant qu'il veut. Il achète tous ses livres d'occasion dans des brocantes ou des solderies. Le plus souvent, il les paie 1 euro pièce. Il peut ainsi en avoir autant qu'il veut et en lire 1 ou 2 nouveaux chaque jour. Ce sont des poches ou des grands formats, des polars, parfois des collections à succès, des romans d'aventure, d'espionnage. Évasion facile et chaque fois merveilleuse. Lire, c'est le suprême plaisir, la suprême liberté. Personne ne peut vous poursuivre à l'intérieur de votre lecture. C'est important, là, cette phrase. Personne ne peut vous poursuivre à l'intérieur de votre lecture, et surtout pas les anciens supérieurs au travail, les directeurs d'agence, les délégués régionaux, les inspecteurs et autres auditeurs, tous ceux qui, les dernières années de sa vie professionnelle, ont pourchassé mon père et l'ont usé. Maudits idiots, qu'ils aillent donc en enfer. Lui, il aura droit à l'Éden des vies chimériques, l'Éden des vies chimériques. Et le texte se poursuit. Quelques années plus tard, le diable se vengera de mon père et lui volera lentement ses yeux. On ne se méfie jamais assez du diable qui guette de très loin les gens heureux et les traque sans relâche. Mais pour le moment, le bonheur de la lecture est là, et cela dure, des soirées durant, des heures et des heures, toute la semaine, pendant des mois, des années, 1 ou 2 décennies entières à lire. Le silence règne, je vois mon père, il est assis sur une des chaises de la cuisine, pourtant si inconfortable, il est plongé dans la lecture silencieuse. Il est imperturbable, les sourcils froncés, dans un grand calme. Oui, un calme presque mystique. Il lit comme on prie. Il est plongé dans le déchiffrement et la vie pleine et extraordinaire des récits d'imagination. Il réinvente la quintessence, en quelque sorte, de la lecture solitaire, celle des livres les plus pauvres littérairement, les plus privés de toute valeur artistique, de toute utilité, les moins religieux et les moins sacrés possibles. Il ne lit que pour lui. Il lit, pour ainsi dire, en dehors de lui. Et voilà la dissociation. Il n'est plus qu'un corps de lettres et de phrases, toutes orientées vers leur seul plaisir. On ne peut rien opposer à celui qui lit. C'est l'ultime liberté, le privilège de pouvoir ne pas être dérangé. Alors, singulièrement, cette scène de lecture magnifique est au cœur du livre, au cœur de ce petit livre, L'île au trésor. Et L'île au trésor, bon, ça renvoie aussi au texte, au roman de Stevenson. On est au cœur du livre avec ces romans d'aventure, d'imagination, au cœur de cette élégie à la maison familiale perdue. Un moment d'évasion par la lecture, au cœur de cet éloge de l'enracinement familial que raconte le narrateur dans ce récit. Et vous voyez que c'est une page où est saisie, je crois, l'essence même de la lecture. La lecture comme refuge contre le monde, comme paradis,
C'est la lecture silencieuse, celle que pratiquait saint Ambroise, selon saint Augustin, nous en avions parlé la dernière fois. Une lecture mystique, il est en dehors de lui-même quand il lit, dans une extase, réellement, être en dehors de soi. Et la quintessence de la lecture, nous dit Marc Potrel, c'est quand le livre est de peu de valeur. C'est la lecture pour elle-même, c'est le plaisir pur de l'imagination. Les lettres vous habitent, un corps de lettres et de phrases toutes orientées vers leur seul plaisir. Et ce plaisir que donnent les lettres, c'est comme si ces lettres étaient vivantes, comme si c'était des démons qui prenaient possession d'un corps, avec même une gestuelle physique de la lecture. Vous voyez ce calme, cette immobilité, cette paralysie. Il est assis, le père du narrateur, sourcils froncés, j'allais dire comme les jésuites, périnde à cadaver, comme un cadavre. Il est mort, il est hors de lui, il est dans un silence absolu. Il n'existe que à travers le livre. Et donc une vie intérieure anime le corps de manière invisible. Comment lire, posais-je la question, pour ce cours. Bien, le narrateur ici, le père, lit en s'oubliant, en oubliant le monde, en donnant au texte toute puissance sur lui-même. Et c'est cela parfois qui, aujourd'hui, est oublié. Et vous voyez ici comme cette puissance de la lecture, c'est celle qui produit aussi une contre-société. Parce qu'il y a une dimension sociale et de contestation sociale dans cette lecture, qui s'oppose à toute la hiérarchie du travail dans laquelle avait vécu le père du narrateur avant d'entrer dans sa retraite. Et donc la société de la lecture est une société aussi, une contre-société, qui va contre l'organisation, la hiérarchie même de la société, par l'autonomie qui est donnée au lecteur, par cette liberté qui lui est donnée. Et donc, ce fantasme paradoxal, au bout du compte, de cette société des lecteurs, de cette contre-société des lecteurs, on le voit, vous voyez, à travers tout un ensemble de textes qui vont de Rousseau à Quignard, en passant par Proust. Mais on le retrouve aussi, même avant Quignard, on le retrouve chez Roland Barthes, dans un texte assez magnifique, ce fantasme paradoxal de la société des lecteurs. Je voudrais finir par là, par ce texte de Roland Barthes qui parle de la société des amis du texte. La société des amis du texte. Toujours cette idée de société. Mais une société, vous allez voir, très contradictoire dans la définition même de la société. On est là dans le plaisir du texte, ce texte de 1973. Et voici ce que écrit Barthes dans ce fragment intitulé « Société des amis du texte ». C'est un idéal qu'il décrit. Ces membres n'auraient rien en commun, car il n'y a pas forcément accord sur les textes de plaisir, sinon leurs ennemis, casse-pieds de toutes sortes, qui décrètent la forclusion du texte et de son plaisir, soit par conformisme culturel, soit par rationalisme intransigeant, suspectant une mystique de la littérature. On retrouve ici cette idée de la mystique qui est ridiculisée par les adversaires même de la lecture et du texte, soit par moralisme politique, soit par critique du signifiant, soit par pragmatisme imbécile, soit par niaiserie loustique, facétieuse, soit par, c'est bizarre ce terme, niaiserie loustique, soit par destruction du discours, perte du désir verbal, la question de l'érotique, qui était si importante dans le plaisir du texte et aussi dans le texte de Rousseau, que nous avons lu tout à l'heure. Une telle société n'aurait pas de lieu, ne pourrait se mouvoir qu'en pleine atopie, donc c'est-à-dire sans lieu, littéralement, étymologiquement, en grec. Ce serait pourtant une sorte de phalanstère, car les contradictions y seraient reconnues, et donc restreint les risques d'imposture idéologique. La différence y serait observée au sens de on observe la loi, donc la différence y serait respectée, elle y serait considérée. La différence y serait observée, et le conflit frappé d'insignifiance, étant un producteur de plaisir. Alors vous voyez ici apparaître ce modèle politique du phalanstère de Charles Fourier, qui a beaucoup intéressé Roland Barthes, c'est-à-dire cette sorte de communauté utopique de travailleurs qui collaboreraient ensemble. Mais là, ce sont des travailleurs du texte, enfin
pas vraiment des travailleurs, ce sont des gens qui prennent plaisir au texte, et qui prennent plaisir de manière paradoxale. Cette société des amis du texte est vraiment une société inassociée, c'est-à-dire c'est une société qui n'existe, qui n'est rassemblée par rien, puisque chacun est dans son plaisir. Il y a la jouissance de la différence ici. Mais c'est une société qui est formée contre les dictatures de l'interprétation. Voilà ce que nous dit Barthes. Elle a de cela en commun que les ennemis même du plaisir du texte. Le texte étant, selon Barthes, un tissu, étymologiquement, un tissu indémêlable de sens enchevêtrés. Et vous voyez comment Roland Barthes imagine l'inconcevable, à savoir un phalanstère de lecteurs indépendants, de lecteurs autonomes. Une abbaye de Thélème. Une abbaye de Thélème où chaque lecteur lirait librement. Non pas, comme dit Rabelais, ou Saint-Augustin, fais ce que tu veux, mais lis ce que tu veux et comme tu veux. Une utopie, une atopie, nous dit Barthes, où on accepte la contradiction, la différence, le conflit, l'inverse de la société, justement. Roland Barthes, vous le voyez dans ce texte, est à la fois l'héritier du régime littéraire moderne de l'individuation par la littérature, mais il est aussi, par cette atopie de la société des amis du texte, il est aussi le contemporain des mouvements d'émancipation politique qui veulent créer de nouvelles communautés. On est en 73, ces nouvelles communautés, on en a beaucoup dans les années 70. Et donc, Roland Barthes, qui est tiraillé entre ces deux idéaux de l'individuation par la littérature et de la communauté, eh bien, il imaginait quelque chose d'impossible, une société de solitaires, comme les solitaires de Port-Royal. Quelque chose qui permette de faire accepter aux militants, nombreux dans les années 70, de faire accepter la liberté absolue de la littérature, dans un monde où règne le moralisme politique, je cite ici le texte de Barthes, où règne le pragmatisme imbécile, etc. Bref, la société des amis du texte se définit moins par ce qui est commun à chacun que par des ennemis communs, ceux qui veulent dicter une interprétation. Et c'est l'occasion, pour conclure, de revenir au témoignage de Michael Warner, que je citais au début, vous savez, où il décrit ses étudiants. Students who come to my literature classes, I find, read in all the ways they aren't supposed to. Les étudiants qui viennent à mes cours de littérature, je le constate, lisent exactement à l'inverse de ce qu'il faudrait. Et la question que je pose est celle-ci. Où est la société des amis du texte, ici? Est-elle du côté des étudiants ou est-elle du côté du professeur? Est-elle du côté de la diversité des manières de lire spontanées ou est-elle du côté d'une lecture savante enseignée par un professeur? C'est une question difficile. Et on pense d'abord, oui, le professeur se trompe. Il devrait laisser libre les étudiants de lire comme ils veulent. Et c'est bien ce que font certains théoriciens, c'est-à-dire se fonder sur les lectures spontanées. Mais ça n'empêche pas par ailleurs que la liberté, c'est quelque chose qui s'apprend également. La liberté, être libre, c'est aussi se défaire de ses habitudes ancrées, se défaire de ses a priori. Pour être libre, pour pouvoir choisir, il faut encore avoir la possibilité d'un choix, c'est-à-dire de se défaire de ses spontanéités pour aller vers un au-delà de cela. Si Picasso pouvait dessiner comme un enfant ou comme un maître, au choix, c'est parce qu'il avait d'abord appris à dessiner. Et donc apprendre à lire, c'est aussi apprendre à lutter contre les interprétations toutes faites, contre les interprétations préétablies, celles qui nous sont imposées par la société, par les ennemis du texte. Les dictatures de l'interprétation sont le grand danger. Et par ailleurs, vous l'aurez remarqué, 30 ans séparent les deux témoignages de Roland Barthes et de Michael Warner. Et les dangers ne sont plus exactement là où ils étaient. Le pouvoir mandarinal, le pouvoir professoral a beaucoup faibli en 30 ans. Et des communautés maintenant, des communautés interprétatives se constituent spontanément, notamment par les réseaux sociaux. Des bulles interprétatives se forment. D'où l'importance d'une lecture effectivement critique au sens plein du terme, c'est-à-dire qui mettent en question les présupposés, quitte à y revenir ensuite si on en a envie. Il n'y a pas de liberté de lecture sans prise de conscience des diverses façons d'interpréter. C'est la condition même d'existence d'une contre-société de lecteurs. C'est la condition d'existence de cet Éden des vies chimériques dont nous parle Marc Potrel. Et donc nous voici arrivés maintenant
au seuil du paradis, au seuil de cette Arcadie, de cet Éden des vies chimériques. Nous avons entreaperçu par vision fugitive cette expérience du bonheur de lire. Mais des menaces, vous le voyez, des menaces planent sur cette Arcadie, sur cette société inassociée, cette société des amis du texte, cette contre-société des lecteurs. Il ne suffit pas de savoir comment lire, il faut encore savoir comment interpréter, comment ne pas s'enfermer dans une seule signification. Eh bien, ce sera, vous l'aurez compris, l'objet du cours de l'an prochain.